Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer et rentrer dans l'univers du sport au féminin avec mes deux invités autour d'un livre magnifique qui vient de paraître aux éditions de La Martinière qui s'appelle Corps et âme, la passion du sport au féminin. Mes deux invités, Sandrine Retailleau, vous êtes l'auteur notamment de ce livre. Alors, et puis Aya Sissoko. Alors, je vais commencer par vous pour vous présenter. Sandrine Retailleau, vous êtes diplômée de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes passionnée depuis votre plus jeune âge par le sport. Vous avez commencé à 4 ans par la danse, puis un peu de boxe, le monde, quoi d'autre, l'athlétisme. Et puis aujourd'hui, vous avez créé votre société depuis janvier 2006 qui s'appelle Mode et Participation, cabinet de conseil et de développement opérationnel. Vous travaillez pour des grandes marques de sport, notamment Hilfiger, Citadium, enfin, pour ne citer qu'elles. Et donc, vous êtes l'auteur avec la photographe qui a fait des magnifiques photos sur ce livre, Muriel Franceschetti, j'espère que je prononce bien. Aya Sissoko, vous êtes boxeuse. Je vais mettre d'ailleurs ces superbes gants. C'est la première fois que j'en vois, enfin que je peux les mettre. Vous êtes née en 78, vous êtes d'origine malienne. Vous avez commencé la boxe à l'âge de 8 ans et vous avez remporté de nombreux titres. J'espère que je n'en oublierai pas. 99, 2003, vous êtes devenue championne du monde de boxe française. 99, 2003, 2005, championne de boxe française championne de France, pardon, de boxe française, et en 2006 championne de France, championne d'Europe et championne du monde de boxe anglaise. Donc vous nous direz pourquoi vous êtes passée de la boxe française à la boxe anglaise. Alors en vous présentant, on voit tout de suite le lien entre vous qui est la boxe. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi ce sport qui apparemment est si masculin, pourquoi avoir eu cette envie de faire ce sport, de le pratiquer. Alors qui commence? Sandrine. Alors moi c'est presque une histoire de famille parce que j'ai un grand-père qui a pratiqué la savate, puisque la boxe française s'appelle la savate. J'ai un mari également qui a pratiqué, et puis c'est en allant voir un entraînement et ensuite un match que j'ai le coup de foudre pour cette discipline, parce que c'est à la fois effectivement un sport de combat, mais c'est un sport très esthétique qui allie énormément de choses qui sont à la fois issues de la danse, du combat, de l'athlétisme aussi en termes d'entraînement. Voilà, donc c'était un coup de cœur, et je pense que c'est en plus une bonne discipline de vie que de se dire qu'on est prêt à affronter l'autre, à prendre des coups, et c'est vraiment une discipline de vie avant tout. Et vous, Aya, alors 8 ans, je disais, très jeune. Bah oui, 8 ans. Enfin, j'ai commencé par hasard à l'école primaire, le prof de gym qui propose la discipline. Là aussi, un coup de cœur pour la discipline et pour l'entraîneur. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Alors Sandrine, vous avez pratiqué différents sports, la danse très petite, l'athlétisme et la boxe. Vous n'avez pas été tentée, vous, à un moment de passer vraiment du côté plus professionnel, d'en faire votre métier? Ça m'a tenté, je pense que j'avais pas les qualités pour. Et puis je pense qu'il y a effectivement plusieurs façons de faire entrer le sport dans sa vie. Moi, ça m'a accompagnée pendant 35 ans, et en même temps, j'étais pas forcément prête à faire du sport à un haut niveau. Donc je suis restée amatrice toute ma vie. Alors vous, Aya, c'est donc depuis très longtemps vous pratiquez. Vous êtes boxeuse amateur pour l'instant, vous allez bientôt passer professionnel. Vous espérez, on l'espère pour vous. Mais vous avez jamais totalement abandonné aussi? Vous avez un métier, vous n'avez jamais voulu complètement abandonner, vous donner pleinement à ce sport malgré tout? Pour moi, en fait, le sport doit rester quand même du plaisir. Donc la notion de plaisir est très importante pour moi. Et donc le fait d'avoir un travail à côté, c'était aussi se libérer des pressions financières, la pression de la performance à tout prix. Donc voilà, vos journées, j'ai envie de vous demander, comment ça se passe quand on doit s'entraîner, j'imagine, pour atteindre un très très haut niveau comme le vôtre? Les journées sont très très longues, donc effectivement j'ai une journée de travail normale, donc 7 à 8 heures par jour. J'ai mon sac de sport qui m'accompagne du matin au soir, donc dès la fin de ma journée de travail, je vais directement à la salle d'entraînement pour m'entraîner. Et vous entraînez combien de temps chaque soir? Entre 2 heures et demie d'entraînement intensif par soir.
Alors, Sandrine, je voulais qu'on parle un peu avant de parler de ce livre, de votre cabinet de conseil que vous avez lancé en janvier 2006, qui allie votre amour du sport et puis votre amour aussi de la mode. Ça s'appelle Mode et Participation. C'est spécialisé dans le lancement et le repositionnement ainsi que la distribution de marques de mode et de sport. En quoi ça consiste concrètement votre job? Alors c'est un cabinet de conseil, mais surtout de mise en œuvre opérationnelle, parce que j'aime l'opérationnel. Ça consiste à implanter des marques étrangères en France, à développer notamment des réseaux de magasins qui sont en franchise ou en succursale, et puis à lancer en fait des nouvelles marques sur des niches comme notamment Marcel Cerdan Héritage, qui est une nouvelle marque qui vient d'être lancée par le petit-fils de Marcel Cerdan, et qui est une très belle histoire qui tourne autour du sport. Et donc je travaille avec eux pour assurer le positionnement de cette marque et puis trouver la meilleure. Ex-mari d'Edith Piaf. Exactement. Donc donc repositionnement. Alors le sport ces dernières années, on voit qu'il a envahi particulièrement le monde de la mode. Alors il y a ces mannequins qui sont des sportives, on pense évidemment à Laure Manodou, mais au-delà de ça, il y a toute une façon de concevoir aussi le vêtement. Comment vous l'expliquez, vous, peut-être ? Je crois que les frontières entre le sport et la mode ont volé en éclats il y a à peu près une dizaine d'années, parce que la mode est un style de vie, mais également le sport est devenu un style de vie. Je pense qu'on recherche tous à la fois du style mais du confort, et les marques de mode sont allées progressivement vers des tenues beaucoup plus justement techniques, permettant du confort, et les marques de sport ont fait le chemin également en sens inverse, en allant vers plus de style, tout en maintenant cette notion de confort. Donc ça fait à peu près 10 ans que les frontières sont devenues vraiment ont été dépassées, et donc ce mariage entre les deux est un mariage très réussi, parce qu'on le voit, c'est un marché en pleine expansion. Alors moi, en réfléchissant à tout ça, j'ai essayé de me replonger dans le passé, et c'est vrai que si on réfléchit un peu, le sport et la mode, c'est pas une histoire aussi récente que ça, j'ai l'impression. Il y avait Vuitton qui a créé dès le début des accessoires qui étaient liés à un certain mode de vie et donc liés au sport. Et puis il y avait Coco Chanel, parce que Coco Chanel s'est quand même beaucoup inspiré dans ses premières collections du sport, d'une certaine façon de vivre, non ? Tout à fait. Et Sonia Rykiel aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça a pris une autre ampleur depuis à peu près 10 ans. Alors vous disiez tout à l'heure, c'est l'expression, le sport, c'est l'expression d'une époque. Est-ce que vous faites le lien aussi avec ce culte de la performance dans nos sociétés actuelles, cette idée que finalement performance sportive et performance en général, réussir sa vie, etc. Il y a un lien aussi à votre avis ? Il y a un lien avec le culte de la performance, et il y a un lien également avec cette quête de bien-être. Je pense encore plus importante aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la femme. Je crois que Aya a dit très justement qu'il y avait une recherche de plaisir dans la pratique sportive, il y a une recherche d'équilibre et de bien-être. C'est ce qu'on voit dans les témoignages. Vous avez interviewé toutes ces femmes, donc il y a Aya, il y a Christine Aron et bien d'autres. Alors ce livre, c'était comment il est né ? Comment avez-vous eu l'envie de faire ce livre finalement ? J'ai envie de dire d'abord, il y a une prise de conscience à l'âge de 40 ans. J'ai réalisé que ça faisait pratiquement 35 ans que le sport faisait partie de ma vie, donc c'est pas anodin. J'ai côtoyé beaucoup de femmes sportives de haut niveau, sportives amatrices comme je l'étais, et j'ai vu aussi l'univers, justement, parler des marques de sport. Cet univers se féminisait de plus en plus. Je crois que les grandes marques de sport considèrent que le marché féminin comme vraiment le marché d'avenir pour elles. Et dans le même temps, j'avais le sentiment que la manière dont on traitait l'univers sportif au féminin dans les médias correspondait pas forcément à tout ce que, en tant que femme, on ressent dans la pratique sportive. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de performance, ce qui est normal dans le milieu du sport, mais pas forcément de l'expérience intime, du lien plus personnel en fait qu'on lie avec une discipline sportive année après année, et on parle peut-être moins d'expression de vie, de révélation de soi, voilà. Donc je pense qu'il y a une autre façon de vivre le sport qui est certainement des codes féminins, des codes du sport au féminin, à la différence de
Oui, un vécu différent, peut-être une recherche différente et surtout une recherche existentielle différente. Donc c'est un livre qui ne parle pas de performance, pour ainsi dire. Non, mais oui. Alors justement, j'avais cette question me posée à Aya. Vous êtes, je crois, dans votre club de sport, la seule femme faisant de la compétition, pratiquant la boxe. Vous êtes donc entourée d'hommes. Quelles sont les différences que vous pouvez noter justement entre vous et eux, justement? Justement, le but, c'est qu'il y ait le moins de différences possible. Donc, au fait, ça a été à moi de m'adapter justement à ce milieu-là, enfin, à m'intégrer, Donc, on arrive sur la pointe des pieds. On regarde, enfin, on s'imprègne de l'ambiance on fait ses preuves, quoi. On branche pas, quoi. On se fond. Alors j'ai envie de dire, est-ce que eux aussi aujourd'hui se sont peut-être un peu imprégnés de vous, enfin de vous en tant que femme, et également de ce que vous avez pu apporter à ce sport? Enfin, on va dire qu'en tout cas, ils m'ont accepté. Voilà, ils se sont dit, voilà, elle est venue. Elle a prouvé qu'elle en voulait, que c'était vraiment ce qu'elle avait envie de faire. Donc voilà, j'ai fait mes preuves et j'ai été acceptée, voilà, à bras ouverts. Maintenant, voilà, je suis partie entre guillemets intégrante de leur univers. Ça a été dur, donc on a l'air ça a été dur au début. Quels ont été les freins peut-être qui ont été mis? Déjà, enfin tout simplement, enfin l'entraîneur, donc Jean Roche, au début, enfin m'a dit clairement, j'entraîne pas les filles. Voilà. Donc il a déjà fallu le convaincre lui que j'avais envie, quoi. J'avais vraiment une réelle envie. Donc effectivement les garçons aussi vous regardent d'un œil, enfin genre qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, elle. Et donc voilà, pendant 1 mois voire 2 mois, je suis venue. On s'est pas occupé de moi, je suis venue. J'ai travaillé, je me suis prise en main toute seule et voilà. Et puis quand il a estimé qu'effectivement il y avait une réelle motivation, il s'est dit écoute. Viens, je vais m'occuper de toi. Et à partir de ce moment-là, ça s'est bien passé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que en France, il y a de plus en plus de boxeuses, mais qui ne font pas de compétition. En revanche, à l'étranger, il y a beaucoup de boxeuses qui font de la compétition. Vous me disiez en Allemagne, aux États-Unis, c'est un sport qui est très très fréquent chez les femmes à haut niveau. Très médiatisé, en fait, elles gagnent leur vie avec ce sport-là. On a d'autres pays, comme l'Inde. Enfin, moi, j'avoue que les premiers championnats du monde, en 2006, auxquels j'ai participé, j'étais très étonnée de voir des pays comme l'Inde, la Turquie, la Corée participer aux championnats du monde. Enfin, c'était vraiment, voilà quoi. On se dit, c'est presque irréel, quoi. Alors dans ces portraits de femmes, Sandrine, j'ai noté quelques différences, et peut-être une différence, il y a celles qui vivent ça comme véritablement une passion, j'ai envie de dire presque une drogue. Si elles s'arrêtent, je ne sais pas si c'est votre cas, Aya, il y a quelque chose de viscéral. Et puis il y a celles, pas tant que ça, mais comme Nathalie Dechy, qui dit le sport fait partie, donc tennis woman, le sport fait partie de sa vie, mais c'est pas toute sa vie. Et vraiment, elle s'en défend. Elle a vraiment pas envie que ça soit justement complètement cette drogue. C'est une exception ou... Dans les portraits de ces femmes, oui, c'est une exception. Et c'est vrai qu'elle revendique cette recherche d'équilibre. Une des premières choses qu'elle médite, c'est que le tennis, et c'est son père qui lui a inculqué ce sens-là, c'est une passion, mais c'est avant tout un jeu. Et elle a gardé ça en tête de façon à toujours relativiser les choses. Et c'est vrai qu'elle n'a pas envie de tout sacrifier à cette passion. Donc c'est quelqu'un de très équilibré, une épicurienne en plus, qui aime le chocolat et qui n'a pas du tout envie d'aller dans l'excès, ne serait-ce que corporellement. Elle veut pas être trop musclée. Donc le tennis a une grande place dans sa vie, mais c'est vrai qu'elle souligne, ça n'est pas toute sa vie. Alors il y a un refus chez elle aussi, et c'est pour ça que je voulais vous faire réagir, Aya, un refus de tout excès au nom de la performance. Est-ce que vous, et je crois que vous avez été blessée récemment, au mois de novembre 2006, il y a ce jusqu'au boutisme, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va au bout de soi, vous ne mettez pas de limite? Personnellement, dès lors que je décide de participer à une compétition, je me donne à 100%. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Mais après, effectivement, je ne suis pas qu'une boxeuse. Effectivement, je me définis pas uniquement en tant que boxeuse. Je comprends en fait ce qu'elle dit aussi. C'est effectivement, on a une vie sociale, personnelle et voilà quoi. On se définit pas que en tant que sportive. Voilà.
il est important en fait qu'on prenne en compte effectivement ce qu'on est. Alors, on reviendra donc à votre façon de philosophie, en tout cas de vie. Je voudrais qu'on parle, qu'on évoque cette femme fantastique, Vanda Nouri, que vous avez photographiée et interviewée dans ce livre. C'est la présidente de la Fédération française de rugby féminin. C'est évidemment d'actualité, le rugby. Un parcours complètement exceptionnel, hein. Oui, alors c'est une femme qui a 64 ans, qui a voué 30 ans de sa vie au rugby. C'était la première femme élue au comité directeur de la Fédération française de rugby. Elle s'occupe aujourd'hui du haut niveau féminin. Alors qu'elle avait 2 frères qui étaient passionnés de football, elle, son premier coup de cœur, c'était vraiment d'entrée de jeu le rugby. Et ce qui est incroyable, c'est que pour pouvoir pratiquer elle-même, à une époque où le rugby féminin n'existait pratiquement pas, elle a décidé de créer elle-même son club à Chilly-Mazarin. Donc c'est incroyable de savoir que la passion peut pousser à être capable de constituer un club pour pouvoir pratiquer. Elle a pratiqué à l'âge de 33 ans. Il a fallu qu'elle attende. Le premier déclic, en fait, elle était enfant. Après, elle a eu vraiment une révélation en allant voir un match de rugby à 18 ans. Et elle a attendu 15 ans pour créer ce club et pour pouvoir pratiquer. Donc elle a pratiqué ensuite pendant 8 ans. Alors dans les parcours aussi assez étonnants, hein, il y a le fruit, il n'y a pas souvent le fruit de hasard, c'est des rencontres et tout ça, mais il y a quand même des hasards. Il y a notamment Cynthia Compin, cycliste. Alors elle, on apprend, enfin en tout cas moi je ne le savais pas, elle était danseuse au Lido à la base. Oui, et elle est toujours d'ailleurs danseuse au Lido. Et a priori rien ne l'a prédestinée à faire du vélo. C'est son mari qui à un moment donné l'a amenée à cette discipline. Et pareil, c'était une révélation pour elle. En fait, elle a aimé cette loi de l'effort, elle a aimé... Ce qui est incroyable, c'est que quand on lui parle, et comme beaucoup de femmes d'ailleurs, quand on lui demande ce qui vibre le plus en elle quand elle pratique cette discipline, le vélo, la plupart des femmes ne parlent pas de muscles ou de parties du corps en particulier, mais c'est le cœur et la tête. En fait, c'est ce qui se passe dans la tête qui la fait vibrer, et elle aime vraiment cette loi de l'effort. C'est vrai que c'est une discipline très dure, hein, comme la boxe également. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que moi je me suis retrouvée en face d'une danseuse qui est tout en harmonie, etc. Et puis qui s'épanouit de la même manière sur un vélo dans la souffrance, qui aime sortir de chez elle par tous les temps, et elle a le sentiment quand elle sort de chez elle à vélo, elle sort d'elle-même. Et elle était d'ailleurs très fière, elle a fait 2 fois le Tour de France féminin. Oui, alors le Tour de France féminin, justement vous en parlez, je voulais qu'on l'évoque. On entend très peu parler de ça. Vous me disiez, les marques aujourd'hui sont intéressées, considèrent que c'est un vivier, en tout cas, très important, les femmes et le sport. Pourtant, il n'y a pas de médiatisation de ce sport. Non. Comme dans d'autres disciplines effectivement féminines, je pense qu'il y a un long travail à parcourir pour donner à ce type de discipline sportive toutes ces lettres de noblesse, parce que la souffrance est la même. C'est vrai qu'il y a de très grandes championnes de cyclistes et qui sont absolument pas médiatisées, absolument pas connues. Alors vous qui êtes dans le conseil et qui conseillez justement toutes ces marques-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement aujourd'hui et que à terme on va autant parler peut-être des sports en version féminine? Oui, il y a un réel changement. Oui, je pense qu'il n'y a pas à en parler aussi. On se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt pour que l'image du sport soit véhiculée par des valeurs féminines. Oui, tout à fait. Alors il y a énormément de portraits. Hein. On retrouve donc Christine Aron, des jeunes sportives championnes de natation comme Malia Vetela, Ingrid Moati, hein, de Handi Basket, une femme qui a fait du basket sans être handicapée, et puis un jour qui malheureusement a eu un accident très grave. Donc des très beaux témoignages tout simplement. Alors Aya, je voulais qu'on revienne à vous. Donc vous avez essayé de beaucoup de sports finalement. On parlait de la boxe, je vous demandais pourquoi la boxe, mais finalement quand on regarde un peu votre parcours, il y a le judo, il y a le tir à l'arc, il y a le volleyball et finalement la boxe française. Alors à part le volleyball, qui est un sport d'équipe, des sports de combat, qu'est-ce qui vous plaît dans ces sports-là, dans ces sports de combat? De toute façon, la boxe, c'est un sport extrême, quoi. Enfin, on s'expose physiquement et c'est le côté, voilà, c'est se donner entièrement et sans calculer, sans limite, quoi. On se découvre. Voilà, c'est un combat avec ses règles.
Alors, ce qui vous a décidé, et vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est aussi l'humain. Vos rapports avec votre coach, une fois qu'il vous a accepté, vous en avez eu deux, boxe française et puis boxe anglaise. Aujourd'hui, c'est Jean Roche, Jeannot. Et précédemment, Steve Gardette. Voilà. Et quelle est l'importance de ces coachs-là au quotidien pour vous, Déjà, le critère vraiment primordial, c'est se dire, voilà, je peux compter sur lui, je peux lui faire confiance. Voilà, c'est vraiment une confiance qui s'installe. Il est là. En fait, on se dit, on fait un sport qui reste dangereux. Donc effectivement, il est là. Je veux dire, s'il arrivait un jour que le combat tourne pas à mon avantage, qu'il soit là vraiment, qu'il me connaisse par cœur pour jeter l'éponge au bon moment, etc. Donc c'est vraiment une relation de confiance, lui dire voilà, je peux compter sur lui, je fais un sport dangereux, mais il est là. Il est là, il m'accompagne dans ma vie de tous les jours, dans mon entraînement. Voilà quoi. En gros, ce sont des gens que j'aime quoi. Voilà. Il vous poussera pas à l'extrême comme certains coachs par le passé qui ont été très très loin et qui ont poussé leurs sportifs et qui avec des conséquences très graves. Alors j'aime bien cette phrase. J'ai appris à boxer avant tout pour moi, pour me faire plaisir et pour me découvrir par-delà la souffrance. Alors quel type de plaisir on éprouve? Il y a différents types de plaisirs. Quel est le plaisir premier et peut-être second? De dire qu'on arrive à contrôler ses émotions, qu'on arrive justement à dépasser toutes ces peurs, ce trac. Voilà quoi. Avant un combat, personnellement, je suis là, je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. Je vais prendre des coups, je vais en donner, mais qu'est-ce que je fous là. Vous doutez beaucoup avant de rentrer sur le ring? C'est pas que je doute, c'est que je me dis mais qu'est-ce que je fous là, mais c'est quoi ce sport que j'ai choisi? Et en fait, on arrive à contrôler tout ça, mettre tout ça de côté, et on arrive, dès qu'on appelle notre nom, on se dit ça y est, c'est le moment, voilà, faut y aller, on est libéré quoi. Voilà, c'est la libération. Souvenir de votre premier match ou de votre première victoire? Je devais avoir 8 ans et demi, 9 ans. Ça date et le trac quoi. C'est le trac, tremblante. Et aujourd'hui, quand vous montez sur un ring, vous avez toujours le trac, ou cette adrénaline? Tout se fait en coulisses. C'est ce que je disais une fois qu'on m'a appelé, qu'on m'appelle pour monter sur le ring. Voilà quoi, je me libère de toute pression. Je me dis voilà, maintenant c'est à toi et voilà, on peut se lâcher entièrement. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez exercé la boxe française, aujourd'hui la boxe anglaise. Quelle est la différence, en quelques mots, entre ces deux types de boxe? En boxe française, donc c'est une boxe pied-point, donc un mélange entre les bras et les jambes, alors que la boxe anglaise, c'est uniquement les poings. Donc la boxe anglaise, on l'aura compris, c'est beaucoup plus extrême. On s'expose beaucoup. Vous poussez vos limites là. Effectivement. Alors, vous avez dit à votre coach, quand vous êtes arrivé, j'ai 3 ans de mon existence à t'offrir, quand vous avez commencé la boxe anglaise. C'était en 2005, ça, je crois. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Novembre, décembre 2005. En fait, je savais pas, j'avais besoin de me fixer de nouveaux objectifs, mais je savais pas où j'allais. Donc, je me suis dit, bon, voilà, tu te donnes 3 ans, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais bon, voilà, tu donnes 3 ans comme date butoir quoi. Et voilà donc ça c'est. Donc là c'était en 2005, on est bientôt en 2008. Date butoir ou? En fait comme je me suis blessée, je me donne 1 an de plus. Donc 2009. Mais quel est votre objectif là, votre objectif de demain? Déjà donc voilà, donc là pour l'instant j'ai récupéré de ma blessure, ça se passe très bien, donc là c'est remonter sur le ring donc très prochainement et c'est toujours prendre du plaisir. En fait c'est vraiment ce côté voilà, j'aime vraiment le sport que je pratique. C'est je veux dire pendant l'année où j'ai été blessée, ça a été dur quand même psychologiquement de se dire voilà, je ne peux pas m'exprimer via mon sport. Alors vous avez cette phrase aussi à un moment qui m'a beaucoup touchée. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon pire ennemi, c'était moi. On se bat finalement toujours contre soi. L'idée de maîtrise de soi, au bout de combien de temps de pratique de ce sport, en l'occurrence, on l'acquiert, cette maîtrise de soi, sentir son corps, voilà. Moi donc j'ai commencé à 8 ans et c'est à partir de 19-20 ans effectivement que j'ai vraiment pris conscience que voilà en fait il fallait se mobiliser physiquement, psychologiquement et l'un ne va pas sans l'autre, donc dès lors qu'un ingrédient manque, en fait on est un peu bancal sur le ring quoi. On n'est pas
La boxe, et là peut-être une question à toutes les deux, c'est Aya qui le dit, mais c'est l'école de la vie. Qu'est-ce que... Parce que la vie, en fait, c'est la vie, non, c'est pas, la vie n'est pas facile, la vie, c'est pas, faut se bagarrer, quoi, pour avoir, ce qu'on veut, faut se battre. Et donc, voilà, enfin, le ring, la vie, voilà, la superposition est idéale. Dans votre vie, alors, autre que sportif, ça vous le sentez que ça vous sert beaucoup, justement, cette maîtrise, aussi? Et je lâche rien, j'ai envie de rien lâcher, j'ai envie de me battre, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, de réussir, quoi. Voilà. Alors Sandrine, la boxe, c'est l'école de la vie pour vous, vous qui avez aussi pratiqué d'autres sports? Moi, je crois que le sport, c'est l'école de la vie. Et ce qui ressort d'ailleurs de beaucoup de témoignages de ces femmes. J'ai envie de dire, c'est un livre qui parle avant tout d'amour. Et c'est vrai que vous avez cité des très belles phrases d'Aya, qui est la première femme que j'ai rencontrée. En fait, c'est le premier interview qui a été fait. Et c'est vrai que c'est avant tout une histoire de passion à chaque fois avec une discipline, mais c'est surtout un chemin de vie pour toutes. Pour toutes ces femmes, c'est un chemin de vie. Donc je crois que le sport, c'est une école de la vie, oui. Alors, conciliation vous en parliez un peu, de la compétition à très très haut niveau, et puis de la vie privée. Il y a certaines femmes qui tombent parce qu'il y a eu des ruptures et qui arrêtent complètement la compétition. Comment vous gérez ça, justement? Moi, par exemple, entre 2001 et 2003, je n'ai rien fait. En fait, j'en avais marre. Je me suis dit, bon, on prend plus de plaisir, on s'arrête. En fait, tout simplement, voilà, j'avais besoin de voir autre chose. Et effectivement, quand j'en ai marre, quand je prends plus de plaisir à faire ce que je fais, voilà, je m'éloigne, parce que c'est super important. Voilà, faut que ça reste du plaisir, faut qu'on s'épanouisse dans ce qu'on fait. Et puis de toute façon, on est performant quand on prend du plaisir à ce qu'on fait. Donc. Alors, Pékin 2008, c'est très très bientôt. La boxe française, anglaise, féminine n'est pas représentée? Non, ça sera sûrement pour 2012. On sera en démonstration en 2008 et sûrement au JO en 2012. Donc vous allez quand même à Pékin en 2008, quand même? En démonstration, non mais qu'est-ce que ça veut dire en démonstration? En démonstration, en fait, c'est que le sport sera présenté donc en 2008 officiellement. Pour convaincre, exactement. Bon. Alors, je signale quand même que vous serez au mois de décembre 2007 pour les championnats de l'Union européenne à Lille. On pourra vous voir là-bas. Et puis vous allez continuer à évoluer. C'est vrai que la question de la reconversion, on a l'impression que c'est pas une vraie question. C'est une vraie question pour certaines de ces femmes dont vous parlez, Sandrine. Dernière question traditionnelle, Aya et Sandrine, quelle est votre femme d'exception? Ma maman, sans hésiter. Ma grand-mère. Bon. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir été mon invitée de Femme d'exception. Je rappelle le titre du livre, Corps et âme, la passion du sport au féminin, donc les textes de Sandrine Retailleau et les photographies de Muriel Franceschetti. C'est aux éditions de La Martinière et c'est un superbe livre pour découvrir toutes ces athlètes féminines. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.